Maison Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission De la Vigne et des Hommes. Aujourd'hui à une 60aine de kilomètres d'Angoulême, à La Pouillade, à côté de Juillac-le-Coq, où je devrais plutôt appeler cette émission De la Vigne et des Femmes. Car nous allons, au cours des émissions futures, rencontrer des femmes. Et pourquoi cela ? Parce que Madame Monique Fillioux a commis un livre, un magnifique livre, qui s'appelle « Femmes du Cognac, de l'ombre à la lumière ». Alors aujourd'hui, on va mettre l'éclairage sur Madame Monique Fillioux, qui va nous raconter un peu son histoire, l'histoire et la genèse de ce livre. Et puis, nous allons aussi découvrir la propriété de cette maison de cognac. Et ça va nous donner l'occasion de rencontrer d'autres de ces femmes du cognac. Madame Monique Fillioux, bonjour. Bonjour Monsieur Lamazerolle. Écoutez, tout d'abord, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, dans nos collines de Grande Champagne. Et c'est vrai que ce petit coin de Juillac-le-Coq et un petit peu alentour, ça fait partie des très jolis coins de Grande Champagne, les pierres les plus calcaires aussi. Voilà, écoutez, je suis vraiment ravie. Donc moi, en fait, comme j'avais l'occasion de vous le dire, je ne suis pas d'ici au départ, mais ça fait tout de même 45 ans que je suis là. Donc je crois que maintenant, me voilà bien ancrée, bien arrimée dans ces terres cognacaises et plus particulièrement dans cette terre de Grande Champagne. Alors merci de cet accueil et de cette présentation. Moi j'ai envie de vous dire, mais d'où venez-vous ? On n'atterrit pas dans le cognac comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, si j'osais. Non. Moi, en fait, j'arrive de Paris où le début de mon enfance, en fait, à peu près de 0 jusqu'à 18-20 ans, j'étais plutôt dans un milieu artistique. Mes parents avaient des voix extraordinaires, chantaient avec les chanteurs de l'Opéra de Paris. J'ai fait de la danse classique de 5 ans à 12 ans. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et puis, j'avais envie d'une carrière artistique. Mais bon, vu l'expérience de mes parents, la carrière artistique n'est pas toujours aussi évidente. Donc, ils souhaitaient que j'ai un métier plutôt quelque chose de plus stable, de plus rémunérateur que le métier artistique. Ils m'ont conseillé le droit, donc je me suis lancée dans le droit, après une maîtrise de droit. Je ne voulais pas rester à Paris, parce qu'en fait, j'ai passé toutes les vacances de mon enfance dans le Perche. J'ai passé 3 mois par an, et c'est une campagne autrement difficile quand même, cet élevage, la culture, que ces vignes quand même. Moi, j'appelle ça des vignes, c'est quand même des coins assez aristocratiques tout de même, nos cognacs de Grande Champagne. Et puis, par l'intermédiaire d'amis, en fait, qui avaient une maison ici, donc j'ai eu l'occasion de venir jusqu'à cette propriété, de rencontrer mon mari, et comme je dis, j'ai souvent dit à mes clients, en fait, je ne voulais pas rester à Paris, donc quand un paysan a bien voulu m'épouser, j'ai dit oui. Donc voilà ma love story. Et voilà pourquoi je suis là depuis maintenant 45 ans. C'est bien résumé et je vois que vous avez eu la chance d'être dans une maison magnifique et que vous êtes sans doute senti assez bien très vite. Oui, c'est vrai. Alors déjà, j'aimais la campagne, donc ça, c'était pas du tout un problème. Alors le petit truc, par contre, c'est que mon mari m'a épousée quand j'ai eu mon permis de conduire. Parce qu'à Paris, aucune nécessité. Mais c'est vrai qu'arrivé à la Pouillade, vous voyez, nous sommes perdus au milieu des vignes. Et sans permis de conduire, on n'est plus rien. Donc voilà, donc je suis arrivée là. Donc ça a été, je dirais peut-être un peu moins facile familialement, parce que vous savez, quand vous arrivez dans une maison où il y a déjà plusieurs générations qui sont passées par là, il y a un petit côté qui reste encore un petit peu féodal malgré tout. Et si j'étais la personne dont tout le monde avait envie, parce que j'étais ni trop moche ni trop bête, voilà, il y a eu cette difficulté quand même un petit peu à arriver dans cette région sur le plan familial. Dans la région, non, par contre, j'entendais beaucoup des gens me dire « Oh, mais tu vas voir, c'est des gens très fermés, les Charentais, tout leur domaine en mur fermé et tout. » Mais j'avoue que j'ai la chance de porter un nom qui existe dans cette région depuis le XVIe siècle. Et à partir du moment où je disais Fillioux, les portes se sont ouvertes sans aucun problème. Et en plus, moi, je crois que je suis arrivée en ayant tout à apprendre. Donc, je suis arrivée sans orgueil, sans vanité, bien que venant de Paris. Et c'est avec beaucoup de simplicité et de naturel que j'ai pris ma place dans cette région, dans ce pays, dans cette famille. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris ? Parce qu'on arrive de Paris, effectivement, on tombe en plein milieu de la campagne. C'est très joli, c'est vallonné, il y a la petite église que l'on aperçoit au loin. Quelle a été votre première impression et qu'est-ce que ça vous a fait ?
Alors, je vous dirais, ça va peut-être vous surprendre, mais je vous dirais que rien ne m'a surpris. Parce que moi, je prends les choses comme elles viennent. Donc, je regarde les choses telles qu'elles sont. Je trouvais la campagne très belle. Je trouvais les gens sympathiques. J'arrivais, comme je vous dis, j'avais tout à apprendre. Donc, je devais être de toute façon pleine d'humilité par rapport à tout ça. Donc, je me suis versée très facilement, très naturellement dans tout ce que j'avais à faire en plus. Parce que, alors, il faut quand même que je vous raconte quelque chose. C'est que, avant qu'on se marie, avant qu'il me demande en mariage, bon, ça a pris une petite semaine, c'était à Noël, entre Noël et Jour de l'An. Et en fait, il fallait que j'aille à la chasse, n'est-ce pas? Il fallait que je cours bien derrière les chiens, il fallait que j'ai pas peur des coups de fusil. Il a fallu que j'aille au bureau pour remplir des papiers, pour voir si j'avais certaines aptitudes. Et je suppose que par rapport à tout ce qui m'a été demandé, j'ai dû passer 10, puisque au bout d'une semaine, il m'a demandé en mariage. Et nous nous sommes mariés donc en juin. Nous nous sommes connus en avril 76 et on s'est mariés en juin 77. Donc vous voyez, c'était quand même assez vite. Et donc voilà. Donc ça ne m'a pas posé de problème, même après ce que m'a dit mon mari très vite. Il me dit, j'ai l'impression qu'on a toujours vécu ensemble. Je pense parce que j'ai été aussi cette fille de la campagne, malgré tout. Et je pense que cette campagne-là, comme je vous dis, qui était plutôt plus aristocratique que celle que j'avais laissée dans le Perche, ce Perche que j'adore. Et j'ai adoré cette enfance et je remercie mes parents de m'avoir fait vivre cette enfance dans notre maison de famille. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de m'adapter aussi très très bien ici. Voilà. Bon, alors vous avez passé votre examen en une semaine, rapidement. Tous les tests ont été concluants. Vous avez coché toutes les cases. Oui, et toutes. Bon, alors après, vous avez découvert une région. Les Charentais, évidemment, quand on a gagné un peu leur confiance, ils sont comme partout, souvent, ils ouvrent un peu plus leurs portes. Moi, ils m'ont posé aucun problème, à aucun moment. Je n'ai jamais eu aucun problème. De même qu'après, quand on a commencé à voyager dans le monde, et on parle des Japonais, on parle des Américains, je n'ai jamais eu aucun problème avec qui que ce soit. Parce que je pense qu'il faut laisser les gens venir à vous. Il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas les brutaliser, il ne faut pas arriver avec vanité, avec vos propres arguments, avec vos convictions à vous. Il faut laisser les gens venir à vous. Et si vous les laissez venir à vous, normalement, ça va à peu près tout seul, sauf ceux qui vous semblent vraiment désagréables. Ceux-là, vous les laissez de côté, puis c'est tout. C'est normal. Alors, maintenant, on peut parler de la partie plus viticole et du cognac que vous avez également découvert. Je suppose que vous connaissiez bien sûr, évidemment, le cognac avant, mais là, vous étiez en immersion totale. Oui, peut-être pas tant que ça. Non, je ne le connaissais pas tant que ça. Oui, il y avait du cognac. Et alors, ce qui est amusant, c'est que mon père avait quand même, il lui avait été offert un flacon de cognac Jean Filiou. Et ça, c'est amusant quand il a rencontré mon mari, il s'est dit, mais attendez Pascal, j'ai un flacon. Et oui, il avait un très beau magnum d'ailleurs, qui lui avait été offert à l'occasion d'un Noël ou d'un anniversaire, je ne sais pas. Donc voilà, donc on se retrouvait un petit peu en famille, si je puis dire. Déjà, on se retrouvait un petit peu en famille. Ouais, c'était précurseur, c'était comme ça. Et cette maison, c'est 1880, le rachat, et 1890. Alors, le rachat de la propriété dans son enceinte, c'est 1894. En fait, c'est venu après le phylloxéra. En fait, le propriétaire ici était complètement ruiné. Donc, l'arrière-grand-père recherchait... Il avait d'autres propriétés, d'ailleurs, l'arrière-grand-père. Il y avait la Valade, il y en avait une autre avec un moulin superbe qui a été détruit, malheureusement. Il y avait donc la Pouillade. En fait, il y avait trois propriétés viticoles. Donc, celle-ci a été achetée en 1894 et est devenue l'ancrage pour toutes les générations suivantes. Voilà. Bien, alors vous vous inscrivez dans ces générations. J'ai devant moi, bien sûr, le livre dont nous allons parler. J'ai aussi un autre très beau livre qui s'appelle Maître de chez du cognac. Et c'est votre mari et votre fils qui sont dessus, en photo, parce qu'ils sont tous, dans cette famille, maîtres de chez. Vous arrivez là, et qu'est-ce que vous avez appris sur le cognac? Et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire avec cet œil qui est le vôtre aujourd'hui, qui n'est pas une personne qui est née dans ce milieu? Alors moi, j'avais tout à apprendre. Donc, comme je vous dis, je me suis fait très silencieux. J'ai beaucoup, beaucoup écouté. Alors, moi, en fait, quand j'ai épousé mon mari, c'était pour devenir, quelque part, sa secrétaire. Donc, m'occuper de toute la paperasserie, de m'occuper de la communication, du marketing, des marchés, de développer les marchés. Mais pour ça, pour pouvoir bien le faire, il faut découvrir le produit. Donc, j'allais beaucoup au chai avec lui. Et moi, je dégustais déjà pas mal parce que mes parents étaient très amateurs de très bon vin. Et même quand j'avais 15-16 ans, le dimanche, j'avais le droit de déguster un bon vin, mais voilà, une très bonne chose. Donc en fait, je dégustais plutôt bien. Donc j'ai dégusté beaucoup les eaux de vie avec lui, les plus jeunes, les moins jeunes. Et puis j'ai fait des stages aussi, évidemment. Parce que vous savez, ces grands maîtres de chai, en fait, ce sont des hommes de silence, ce sont des hommes de l'ombre et ce sont des hommes de silence. Donc
Donc j'avais beaucoup de mal à avoir des informations de la part de mon mari. Lui, il sait quand il a fait son assemblage que l'eau de vie, elle est très bien, elle est très bonne, elle est parfaite, mais ils ne savent pas trop communiquer, ces gens-là. Vous savez, ils sont un petit peu taiseux quand même, nos viticulteurs charentais. Donc j'ai fait des stages, et alors c'est amusant parce que j'ai fait des stages avec de très grandes personnes, avec des courtiers, avec des maîtres de chais des grandes maisons. Et bien même les maîtres de chais des grandes maisons n'étaient pas plus bavards que ça. Donc il a fallu que je me débrouille un petit peu toute seule quand même pour arriver à découvrir toutes ces eaux de vie et puis en parler. Et en fait, c'est toujours moi qui en ai parlé des eaux de vie de mon mari. C'est pas lui qui en parle. Hein. Lui, bon, on a beaucoup voyagé ensemble et tout ça. Mais il avait beaucoup de mal à parler de ces eaux de vie. Il sait comment elles sont, il sait qu'elles sont à son goût, il sait qu'elles sont comme il faut être. Mais en parler, c'est encore autre chose. Alors moi, je disais, je donne 2-3 mots au nez, je donne 2-3 mots en bouche. Il disait, oui, mais tout ça, c'est du cinéma. Je dis, c'est peut-être du cinéma, mais si moi, je n'en parle pas de cette façon-là, si je ne donne pas envie aux gens, eh bien, tes eaux de vie, elles resteront dans tes fûts. Donc voilà, ça a été... Et en fait, de fil en aiguille, je suis devenue un petit peu le chef d'orchestre, si vous voulez, de tout ça. Parce qu'au départ, d'une part, pas le fait que j'étais une femme, je n'avais jamais eu de problème avec ça, hein, depuis toute petite d'ailleurs, hein, je crois que j'avais suffisamment de caractère pour ça, mais du fait que j'étais jeune par contre. Hein. Donc quelquefois, bon, c'est vrai que les importateurs qui travaillaient déjà depuis quelques années avec mes beaux-parents mettaient un petit peu de distance. Je les ai laissés faire, j'ai laissé le temps, j'ai laissé du temps au temps, j'ai fait exactement comme pour les eaux de vie. Et tout le monde s'est bonifié, et eux et moi. Et à la fin, en fait, voilà, ils revenaient toujours vers moi pour toute question, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les comptables, que ce soit les banquiers, que ce soit les clients. Voilà, ils savaient, quand je disais en riant quelquefois, quand on me posait une question, je disais, attendez, il faut que je demande à mon boss. Et en riant, ils me disaient, c'est qui Monique le boss? Voilà. Donc, parce qu'en fait, ces maîtres de chais, ce sont des artistes. Et quelque part, il leur faut un manager. Donc je pense qu'entre le couple qu'on a formé avec mon mari, il est cet artiste. Et à l'époque, j'ai été son manager. Mais je crois que vous avez bien résumé la situation. Et moi, j'allais dire, en vous écoutant, c'est un peu des bénédictins, tous ces maîtres de chais qui travaillent. Vous parliez du silence, c'est ça. Oui. C'est le silence et puis le travail rigoureux. Et eux, ce sont des hommes de palais. et vous avez su mettre des mots sur ce palais. Des mots sur les silences de mon mari. Et ça, c'est quelque chose pendant près de 40 ans, voilà. Et c'est amusant parce que c'est un peu la même chose avec ma belle-fille. Et c'est comme ça que je conclus son portrait, d'ailleurs. Virginie en a les compétences, elle a du cœur à l'ouvrage, elle en a même les silences. Voilà. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. On va revenir tout à l'heure au livre et à ces femmes du cognac. J'aimerais juste qu'on fasse un petit écart dans la maison pour aller rencontrer votre mari, sans doute, et qu'on visite également la maison, puisque c'est le principe de l'émission. Oui. Si vous voulez bien nous guider. Voilà. Alors, on va partir par où on est venu. Voilà, on va passer dans le grand couloir. Alors, c'est une maison de maître que vous avez là. Vous parliez tout à l'heure d'aristocratie dans le cognac. C'est ça, ce sont des maisons comme ça. Ah oui, tout à fait. Bon, ce sont de très belles demeures qui existent là depuis plusieurs générations. Donc chacun y a mis sa patte, ses meubles, ses bibelots, ses peintures, voilà. Et le poids de l'histoire. Alors vous, qu'est-ce que vous avez emmené depuis Paris ou du Perche? Rien. Juste moi, je suis arrivée avec 3 valises et j'ai trouvé que c'était bien suffisant parce que vu tout ce qu'il y avait ici, c'est un peu un musée quand même, hein, il faut bien le dire. Mais comment on trouve sa place là? Moi, je vous dis, de toute façon, je pense que je pourrais trouver ma place partout. Hein, c'est pas un problème. Hein, j'ai passé des vacances en forêt primaire en Guyane, dans une pirogue au Sénégal. Vous me mettez partout. Vous me mettez dans un hôtel de grand luxe. Vous me mettez, voilà, dans un hamac en forêt primaire. Pour moi, ça n'a aucune importance. C'est une capacité d'adaptation. Je suis bien là où je suis. Ça, c'est pas un problème. Donc, on a une très très belle cheminée sculptée en bois à notre droite. Ça, c'est l'entrée. On sort côté jardin. C'est une copie du château de Blois. Voilà, et c'est une pièce absolument magnifique. Pardon. Oui. Alors, on va descendre les marches du petit perron. Voilà. Surtout, ne tombez pas. Non, j'espère. Alors, en fait, toute cette bâtisse, alors on est en cour fermée, donc ça c'est quand même très très typique de nos domaines de Grande Champagne, qui autrefois c'était des villages, vivaient là plusieurs familles de celles qui travaillaient sur le demeure et vivaient là plusieurs générations. Dans les maisons de maître, vous aviez facilement 2 ou 3 générations qui vivaient là. Et dans les bâtiments que vous voyez là, qui sont 17e, plus anciens que cette maison de maître, vivaient 2 ou 3 couples. Et les femmes s'occupaient des enfants, s'occupaient de la basse-cour, s'occupaient du poulailler, faisaient les travaux de saison dans les vignes,
plus ou moins rémunérés, plutôt même pas rémunérés, ça c'est bien connu. Voilà. Et puis les hommes travaillaient dans les vignes, si vous voulez. Donc c'est ça, c'était ces demeures, ces grandes demeures qui paraissent aujourd'hui immenses dans la vie qu'on vit actuellement, mais c'était des villages. Il y avait, je vous dis, le Pouillalier, il y avait tout. On vivait en autarcie. Il y a 3 puits. 3 puits sur cette demeure. Un très joli puits, d'ailleurs, en forme de pyramide, voilà, sur 4 belles colonnes. C'est le plus ancien puits de la région, qui date du XIIe siècle. Vous voyez, donc ce domaine, probablement, hormis les bâtiments que vous voyez là aujourd'hui, remonte au XIe ou XIIe siècle. Et c'est certainement le centre d'un village, puisqu'il y a 3 puits. Donc, si vous avez de l'eau, vous avez de la vie. Tout à fait. Voilà. Alors, où va-t-on maintenant? Alors, on va se diriger là-bas, les chais de... Alors, là, vous avez déjà des chais autour, vous avez des chais de vieillissement. Nous avons en tout 4 chais de vieillissement et un chai d'assemblage. Donc, en fait, nous avons 2 entités ici. Nous avons le domaine viticole avec une SCEA et il y a le domaine de commercialisation avec une SARL. Et en fait, si vous voulez, la SARL Jean Filiou achète les eaux de vie à la propriété. Voilà comment c'est divisé. C'est très bien expliqué. Moi, je pense que je vais vous prendre avec moi pour plein d'autres émissions. Ah oui. J'ai toujours quelque chose à raconter. Oui. Alors là, on passe à côté de ce puits magnifique, voilà, et on va rentrer. Oui. L'eau est à 30 mètres. Ah oui, 30 mètres. Oui. On l'a utilisé très longtemps. Et puis malheureusement, le moteur est tombé en panne. Il est au fond de ce puits. Et je ne veux pas que mon mari y descende. Ça me... Voilà, on va prendre cette porte. Alors, on va prendre la porte, voilà, donc comme une grande porte de grange blanche. On monte 3 marches. C'est une porte de chai, mais c'est pour nos auditeurs et nos auditrices pour qu'ils aient un peu une vision. Voilà. Alors voilà, donc là, nous sommes dans le chai. Voilà, puis nous avons des clients, vous voyez, des clients qui viennent de Belgique, voilà. Donc, vous avez mon mari, Pascal, maître de chai, Maxime, donc, qui est notre responsable commercial, et puis là, 2 de nos clients qui sont des Belges, d'après ce que j'en sais. Donc, en fait, ça, c'est le chai où sont réalisés les assemblages. Voilà, donc les eaux de vie sont amenées ici, elles sont achetées à la propriété viticole, elles sont amenées ici, et tous les assemblages sont faits ici. Bien, alors on va les laisser, travailler. Alors allons voir la mise en bouteille. Alors il y a écrit ne pas entrer, mais nous on a le droit d'entrer. Voilà, pardon. Voilà. Donc là, vous avez deux jeunes femmes qui s'occupent de toute la mise en bouteille. Bonjour. Là sont préparées toutes les commandes. Là, c'est la mise en étiquette. Vous voyez, tout est étiqueté, tout est mis en coffret, tout est mis en palette. Voilà, tout est fait, tout part d'ici, en fait. Les commandes arrivent au bureau et après, tout part d'ici. C'est un travail absolument colossal. Et alors, vous expédiez dans le monde entier ? Oui, si vous regardez la carte qui est là-bas, on a des punaises un peu partout. Donc, bien sûr, en France, nous avons un distributeur, partout en Europe, même des pays non européens, par exemple comme la Norvège ou la Suisse. Les pays de l'Est, l'Ukraine, la Russie, il faut en parler. Et nous continuons d'expédier sur ces pays malgré les événements. Les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Asie, la Chine, le Japon depuis très longtemps. Nous avons certainement été la première grande champagne importée au Japon en 1966. Enfin, quand je dis nous, j'étais née depuis peu de temps. Enfin, je veux dire, la maison des cognacs Jean Filiou a été certainement une des premières grandes champagnes. Les grandes maisons y étaient déjà, mais avec des cognacs génériques, avec des fines champagnes. Mais les grandes champagnes, elles sont arrivées un petit peu plus tardivement sur le marché. Alors, on a maintenant la vision de où vous inondez le marché, entre guillemets, inondez. À votre niveau. À notre niveau, nous inondons le marché, effectivement. Je suis stupéfait. Ces 2 jeunes dames travaillent dans un cadre très agréable. D'abord, ce sont très bons, c'est joli. Et il y a une vue à travers la fenêtre où elles travaillent sur un paysage charentais vallonné. Et ça, c'est magnifique. Les arbres, les vignes. Voilà, ça, c'est un vrai bonheur. C'est très beau. Ça, c'est un vrai bonheur, oui. Bien, alors on va ressortir. Donc on aura mis un pied dans la partie viticole, mais nous allons rejoindre là d'où nous venions tout à l'heure pour parler de votre livre, de votre ouvrage. Mais là, on a fait très vite. Ah ben on a fait très vite, mais on reviendra. Parce qu'on est passé des origines jusqu'à la mise en bouteille. Entre-temps, il s'est passé des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puisqu'en fait, notre maison est spécialisée dans les vins et eaux de vie. Bien, ça, il fallait le dire. De toute façon, on vous trouve dans toutes les caves et autres. Toutes les très belles places dans le monde, absolument. Oui. Bien. Hôtels, restaurants, des grands étoilés Michelin. On nous trouve à Las Vegas, on nous trouve dans toutes les très belles places. Oui, tout à fait.
Alors, on parlera une autre fois peut-être de comment est-ce qu'on vous connaît, on vous reconnaît, parce qu'il y a certes des habitués dans le monde entier qui vous font confiance, mais peut-être aussi des nouveaux. Moi, on parle de recettes, vous avez écrit un livre de recettes d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a des jeunes chefs aussi maintenant, comment est-ce qu'on vous connaît, etc. Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire quand même, j'espère que des grands chefs à l'étranger m'entendront, c'est que malheureusement, ils ne se sont pas toujours fait les ambassadeurs de nos produits français. Et quelquefois, quand ils étaient interrogés, vous savez, quand est venue la mode des cigares, l'association des cigares avec des spiritueux, je les ai toujours entendus accorder leurs cigares avec un whisky et jamais avec un cognac. Allez dans les restaurants italiens, vous verrez s'ils vous parlent d'autre chose que des produits italiens. Que les Français, ils veulent se mettre à la mode. Hein, voilà, ils suivent la mode du moment. Et je trouve ça quand même très, très dommage. Et ça, c'est quelque chose que je leur reproche beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup à l'étranger, des gens qui sont tout à fait charmants, mais qui ne communiquent pas suffisamment sur justement cette gastronomie française. C'est intéressant également ce que vous dites, mais il y a aussi des cognacs qui essayent de se mettre à la mode. Alors ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je crois, écoutez, qu'il faut rester vivant par rapport à... Bon, il y a l'attente du consommateur, il y a tout ce qu'on leur propose aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses. Je crois qu'on les emmène trop partout, les gens sont un petit peu perdus. Et le cognac essaye de se mettre aussi au goût du jour. C'est pas l'orientation de la maison Jean Filiou. Autant au niveau de la communication, oui, mais je crois que nous, Jean Filiou, on va rester quand même assez traditionnel dans tout ça. On l'a senti et vous nous coachez très bien. Alors, je voudrais qu'on parle dans les 6 minutes qui nous restent du livre. On y reviendra, hein, parce qu'on va en parler souvent. Mais comment vous avez... Gros, ce livre. Voilà, il est très gros. 183 pages. Et il est très beau. 26 portraits, et il est très beau. Alors, 26 portraits de femmes qui sont dans le cognac et qui ont... Ou qui y sont venues. Ou qui sont venues. Voilà, hein, et chacune a un parcours. Comment ça vous est venu d'avoir l'idée d'écrire un livre sur ces femmes-là? Alors, moi déjà, je fais partie de ces femmes du cognac. Et en 2015, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à cette maison de cognac, parce que mon fils avait 40 ans, il avait sa compagne qui était ingénieure œnologue et qui avait envie de s'investir totalement dans notre maison. Donc, et moi, vous l'avez compris, je prenais quand même beaucoup de place vis-à-vis de ma clientèle, vis-à-vis de toutes les personnes avec lesquelles j'étais en relation. Et je me suis dit, Monique, si tu ne pars pas, ils ne pourront pas prendre leur place. Donc j'ai carrément déménagé, carrément. Mais pas trop loin, parce que déménager un paysan charentais, c'est pas rien. Ça m'a pris 1 an et demi, beaucoup de patience, beaucoup de détermination aussi. Et voilà, donc j'avais dit aux agences 10 minutes autour de la Pouillade, surtout pas plus. Donc voilà, je me suis retrouvée avec un petit peu de recul. Donc il m'avait été demandé en 2018, les éditions François Baudez avec Michel Guillard, d'écrire un article, là simplement un article sur l'évolution de la place des femmes dans le Cognacais. Et donc, j'avais fait avec Annie Raillot-Sabourin quelques recherches justement sur le sujet. On a réussi à écrire un article avec très peu de choses. Donc après, je me suis dit, je voudrais étoffer justement le sujet. Ça m'intéresse, je voudrais l'étoffer. Et puis malheureusement, dans cette région, on ne trouve rien. Il n'y a rien sur les femmes du Cognac. Elles n'existent pas. Donc, si vous voulez, de réflexion en réflexion, c'est en novembre 2020 que tout à coup, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, voilà, je vais écrire des portraits de femmes du Cognac. Alors après, restait à définir ce qu'on allait mettre là-dedans. Mais bon, donc ça s'est fait assez vite. Et ça s'est fait aussi avec Françoise Barmal-Lécrevisse. Donc je lui ai soumis mon projet. Donc c'est un projet en 4 volets. Donc le premier volet, c'est leur premier parcours, c'est-à-dire où elles sont nées, quand elles sont nées, quelle date, et ce qu'elles font là aujourd'hui, pourquoi elles sont là aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est plutôt leur parcours professionnel et personnel, c'est-à-dire comment elles ont pris leur place. Justement, j'ai choisi différentes générations pour que l'on comprenne dans cette ombre à la lumière comment ces femmes, fonction de leur âge, ont pris leur place dans cette région. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elles la prennent très très bien, cette place. Et le troisième volet, donc, c'est leur savoir-faire, tout simplement, parce que nous avons tous les crus du Cognac, donc différentes générations, tous les crus du Cognac et toutes les activités liées au Cognac, même la tonnellerie. Et le quatrième volet, par contre, ça c'est leur coup de cœur. Elles parlent d'accords avec le Cognac, mais ça peut être un accord de mets, ça peut être un accord avec la musique, avec la peinture, enfin avec ce qu'elles aiment, et un endroit qu'elles ont envie de faire découvrir. Donc ce livre est très intéressant par rapport à ça, et avec
ces très belles photos aussi d'Albane de Roffignac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on en parle toutes les deux, elle a eu exactement le même ressenti sur ces femmes que moi. Elle, à travers son objectif et ses photos, moi, à travers les mots. Et on retrouve la même diversité, si vous voulez, dans les photos que l'on a dans les textes. Voilà, donc ça, c'était quand même... Et ça a été pour moi passionnant, enrichissant. Ces femmes sont inspirantes, sont passionnantes. Enfin voilà, bon, ça a été... un gros travail, mais ça a été absolument passionnant. Vous avez été les découvrir, elles sont venues à vous, elles ont su que vous faisiez quelque chose. Comment ça s'est passé pour que vous sélectionniez les femmes qui sont dans ce livre? En fait, moi, j'en connaissais beaucoup déjà, puisque étant dans la partie, j'en connaissais beaucoup. Et puis, il y en a que j'ai découvertes aussi au travers d'articles dans les magazines. Vous savez, dans les magazines Le Pays Environ, Terre de Cognac, tout ça. Oh, on me dit, tiens, je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant. Et puis, il y a Julie Pasquier également, qui est journaliste à la Charente Libre, qui avait quelques noms, qu'on avait interrogé quelques-unes. Et puis aussi ma grande amie Catherine Monnier-Rebillier, qui est malheureusement décédée en avril 2021, qui était passionnée par le sujet. D'ailleurs, le livre lui est dédié parce que c'était une femme absolument exceptionnelle, qui a été rédactrice en chef pendant 30 ans, plus de 30 ans du Pays Environ, qui était elle-même viticultrice, donc avait un regard extraordinaire absolument sur tout d'ailleurs, que ce soit sur le cognac, que ce soit sur la culture, la peinture, la musique. Enfin bon, c'était une femme absolument fabuleuse. Donc avec Catherine, nous avons aussi... voilà, elle m'a aussi indiqué des femmes à interroger, qu'elle avait aimées, qu'elle avait elle-même interrogées à l'époque. Et petit à petit, tout ça s'est construit. Donc voilà, j'ai construit le projet, je les ai contactées une à une, nous les avons réunis, et puis là, l'emballement complet, quoi. Voilà. C'est parti. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va trouver votre livre ? Alors, on va le trouver, écoutez, dans toutes les maisons de la presse. Bon, c'est édité chez La Geste. Donc, La Geste distribue, oui, aussi sur tout le Grand Quart Sud-Ouest, une partie dans l'Est. Et puis, je vais donc être programmée au Salon de la littérature européenne de Cognac, les 19 et 20 novembre, où je serai en signature, et aussi pour les talents de femmes. Vous savez, ces talents de femmes qu'organisent les Sœurs Optimistes, ces femmes absolument extraordinaires. Et donc, là, ce sera les 26 et 27 novembre. Donc, tout ça, c'est sur Cognac. Sinon, qu'après, bon, s'il faut aller signer des livres partout en France, je le ferai. Voilà, moi, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite par rapport à ce livre. Voilà. Eh ben, nous, on a la limite de l'émission. Elle est finie pour l'instant. On vous retrouvera, Monique. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, on va souhaiter longue vie à ce magnifique livre qui s'appelle « Femmes du cognac, de l'ombre à la lumière ». Monique Filiou, merci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de la vigne et des femmes.